Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique en ce lundi matin est Corentin Le Fur. Il est député des Républicains de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor. Alors pour nos auditeurs lointains, c'est la circonscription de Lamballe-Loudéac. Bonjour Corentin Le Fur. Bonjour et merci pour votre invitation. Et encore meilleurs vœux puisque c'est encore la tous mes saison. meilleurs vœux à tous les auditeurs. Alors nous allons parler, je le disais en commençant, de politique avec cette motion de censure qui finalement n'aura pas été votée à l'Assemblée nationale, en tout cas n'aura pas été adoptée. Ça a été un petit peu le cheval de bataille des Républicains de ne pas voter à cette motion de censure et ils ont été rejoints en cela par une partie du PS. Allez, petite question provocante, est-ce à dire qu'une nouvelle formation politique à droite avec un petit peu de PS est en train de naître à l'Assemblée nationale? Et moi je me réjouis que cette censure elle n'a pas été votée. Nous on est très clair. Évidemment pas de censure. Tous les jours ce que les Français et les Bretons nous demandent c'est de la stabilité, de la sérénité. Donc on a besoin de travailler, on a besoin d'avancer, de sortir le pays de l'instabilité, du désordre, de l'enlisement. Donc évidemment qu'il ne fallait pas voter cette motion de censure. Je me réjouis qu'elle n'ait pas été adoptée. Je me réjouis que les socialistes aient fait preuve pour une fois cette fois-ci de responsabilité. Voilà, on a besoin d'avancer, donc c'est une bonne chose, pourvu que ça dure. Je vois les autres puissances qui avancent, parfois de manière dangereuse. Notre pays ne peut pas rester à la traîne. Donc on a besoin de travailler sur beaucoup de sujets, beaucoup d'urgences. Donc il faut avancer et il faut que ce gouvernement se mette au travail. Alors se mettre au travail, ça veut dire aussi voter un budget. J'ai un peu l'impression de le répéter au fil des interviews de la matinale, mais le fait est que pour l'instant, on n'a pas de budget pour 2025. Il va falloir remettre une fois encore, j'allais dire, l'ouvrage sur le métier et avancer sur ce budget, renégocier, rediscuter, trouver des compromis. Bien sûr. C'est quand même une situation sidérante. Songez dans l'instabilité politique qui est désormais la nôtre. On n'a toujours pas de budget sur l'année 2025. On va être à la fin janvier. Et on n'aura sans doute pas un budget avant fin février. Donc ça pose énormément de questions. Donc c'est regrettable. Ça, c'est aussi l'irresponsabilité de ceux qui ont voté la censure à l'époque et qui nous mettent dans une grande situation de grande difficulté. Pour les entreprises, pour les particuliers, on a besoin d'avoir ce budget comme visibilité, comme cadre pour avancer. Donc c'est toujours pas le cas, donc il va falloir se remettre au travail, on y est déjà, et j'espère que ce sera le cas rapidement, parce que les sujets de pouvoir d'achat, ils sont majeurs. Et je ferai des propositions, notamment sur la France qui travaille, le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent. Donc on est évidemment au boulot pour avancer, mais on a besoin de voter un budget dans les plus brefs délais. Et malheureusement, cette censure, elle a un coût qui sera payé par beaucoup de Français. Alors, ce coût, c'est aussi le coût social. On voit aujourd'hui qu'on est dans une période économique qui n'est pas tellement porteuse, avec des entreprises qui ferment. On le voit ici en Bretagne. On voit aussi qu'il y a une demande sociale. On entend les départements aussi qui se plaignent parce que voilà, on leur demande des économies et c'est difficile d'arriver à faire plus d'économies. Départements qui sont souvent confrontés à une demande sociale de plus en plus importante. Est-ce qu'il va falloir aussi réfléchir pour les territoires, aussi pour en tout cas les territoires, j'entends les départements, les collectivités territoriales, ceux qui sont au contact direct des Bretons, des Bretonnes? Bien sûr, moi c'était ma position et j'en ai pas changé, c'est que c'est l'État qui est responsable du déficit et du dérapage extrêmement spectaculaire et inquiétant des déficits publics. Et donc, c'est pas aux collectivités locales qui votent des budgets à l'équilibre, qui participent au financement de l'investissement local, de compenser les erreurs de gestion de l'État. Donc, évidemment, moi, je pense que les collectivités doivent pas être mises à contribution de manière aussi brutale. Et en revanche, l'État doit faire des économies importantes, notamment dans les administrations centrales, chez les agences et les opérateurs de l'État. C'est un budget colossal. C'est un budget de plus de 175 milliards d'euros par an et un budget qui a augmenté de plus de 13 milliards d'euros sur les 5 dernières années. Donc là, il y a des gisements d'économies très importants. C'est à l'État de prendre ses responsabilités, de faire des économies qui profiteront aux Français et de ne pas les imposer aux autres et de ne pas les imposer aux collectivités parce qu'on a besoin d'avoir de l'investissement chez nous, en Bretagne, entre Loudéac et Lamballe, où on a des collectivités qui ont des projets, je le vois tous les jours au vœu, qui avancent, qui investissent pour la population et donc ils ne doivent pas être entravés par décision de l'État qui serait injuste. Alors, faire des économies, mais tout de même continuer à avancer, à faire en sorte que la France et plus largement les territoires puissent continuer à assurer leur mission. L'équation va être difficile finalement.
Bien sûr, on est à une situation très, très compliquée. On le voit notamment avec ce dérapage des finances publiques qui est très inquiétant. Une dette de plus de 3200 milliards d'euros, c'est colossal. Évidemment, cette dette, on doit la résorber parce que sinon, c'est les générations futures, nos enfants, nos petits-enfants qui vont devoir en assumer le coût. Et parfois avec des situations drastiques. Songez qu'on emprunte à un taux plus défavorable que la Grèce, par exemple. Donc la situation, elle est très préoccupante. Donc évidemment qu'on doit faire des économies. Je l'ai dit, essentiellement dans les administrations centrales, chez les opérateurs d'État, sans augmenter les impôts des Français, notamment des classes moyennes de la France qui travaillent. Au contraire, on a vu des baisses d'impôts qui sont nécessaires. Et c'est pour ça que j'ai notamment une proposition pour exclure les heures supplémentaires du revenu fiscal de référence. J'espère qu'on va pouvoir l'adopter à l'Assemblée. C'est dire quoi? C'est dire que malheureusement, ceux qui travaillent... parce qu'ils travaillent, n'ont plus le droit à rien et voient le coût de la crèche de leurs enfants augmenter, le coût de la cantine scolaire de leurs enfants augmenter, ou alors ils n'ont plus le droit à des bourses scolaires pour leurs enfants ou à des aides à la rénovation thermique. C'est pas normal que ceux qui travaillent, parce qu'ils travaillent, n'aient le droit à rien. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette proposition pour ne pas exclure ceux qui font des heures supplémentaires de ces prestations, de ces aides. Il faut protéger la classe moyenne. Finalement, en France, on dit souvent qu'elle est la grande perdante des économies et parfois de façon assez drastique, assez importante. Il faut protéger la classe moyenne au risque de la voir disparaître et s'appauvrir. Bien sûr, c'est fondamental. C'est ceux qui font vivre nos territoires, c'est les familles qui investissent, qui aujourd'hui n'arrivent plus à être propriétaires. C'est le pouvoir d'achat qui est une question encore malheureusement très, très difficile pour beaucoup de familles. Donc pour avoir un pays qui se développe, qui avance, on a besoin d'une classe moyenne forte et on a besoin de réduire la fiscalité qui pèse sur les classes moyennes, qui malheureusement ont été parfois matraquées fiscalement de manière totalement injuste parce qu'ils étaient en gros un peu trop riches pour être aidés. Et puis en même temps, qui ont parfois du mal à vivre décemment, à élever leurs enfants. Donc moi, je me bats pour ces gens-là, pour cette France des ouvriers, des employés, des agriculteurs, des commerçants, des artisans, des aides à domicile, des AESH, des aides-soignantes, qu'il va falloir évidemment, qui sont le cœur battant de la France. Alors, ce cœur battant, il a aussi des attentes en matière d'aménagement du territoire, en matière de transport, en matière aussi d'accès aux services publics. Et vous me voyez venir, on parle beaucoup de la santé ici en Bretagne, mais partout ailleurs en France, ça devient difficile de trouver un médecin, de trouver un dentiste. Voilà, c'est très compliqué. Est-ce qu'il faut redonner, là aussi, malgré les restrictions budgétaires, des moyens financiers à l'hôpital, des moyens financiers à la santé ? Bien sûr. La santé, aujourd'hui, c'est la première des préoccupations de nos concitoyens. Moi, c'est le premier sujet dont on me parle chaque jour. Avant la sécurité, qui est pourtant importante, avant le pouvoir d'achat, qui est essentiel, la santé, c'est un sujet majeur et un sujet d'inquiétude majeur. Donc, que faire? Évidemment qu'il faut sanctuariser les dépenses pour la santé, notamment pour l'hôpital, qui est en situation compliquée. Il faut, au contraire, à mon avis, investir, recruter davantage pour assurer un accueil, évidemment, d'urgence de jour partout, et sauver l'hôpital public et sauver également les EHPAD, nos établissements qui sont dans une situation compliquée. Ça, c'est un premier point. On ne doit surtout pas faire d'économies sur la santé, sur l'hôpital. Au contraire, à mon avis, il y a des dépenses supplémentaires compensées par des économies ailleurs, évidemment. Et d'autre part, l'accès à un médecin évidemment généraliste, mais un spécialiste, devient très inquiétante, très préoccupante, notamment en zone rurale. Donc moi, j'ai fait des propositions. On continue d'avancer avec d'autres députés de manière, là aussi, transpartisane, pour faire en sorte d'inciter, voire de contraindre, de manière évidemment, pas de manière réfléchie, absolument pas brutale, pour permettre qu'on ait des installations de médecins en zone rurale, de faire pour les médecins ce qu'on a fait pour les pharmaciens, c'est-à-dire dire que soit ils s'installent en reprenant la patientèle d'un confrère, soit s'ils veulent s'installer, ils le font forcément dans des zones sous-dotées, dans des zones où on manque de médecins. Et on a besoin de médecins en zone rurale, sinon c'est un sujet, à mon avis, d'inquiétude majeure pour les 5 premières années. Et vraiment, je vois des gens tous les jours, malheureusement, qui sont dans une situation de détresse parce qu'ils doivent faire des dizaines, voire plus de kilomètres pour trouver un médecin généraliste. Dans un pays développé comme la France, c'est absolument inadmissible. On a des témoignages qui nous arrivent à la radio assez régulièrement de gens qui sont obligés d'aller se faire soigner les dents, par exemple à Rennes, ou voire à Paris. Voire à Caen, enfin ça c'est inadmissible qu'un pays comme la France est tellement reculé sur le sujet de l'accès aux soins, à la santé. Ça doit nous préoccuper tous. Donc évidemment que c'est une priorité de l'action politique et j'espère que tous ensemble, de manière transpartisane, on arrivera à avancer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas voter de censure. C'est pour ça qu'il faut travailler, trouver des compromis, c'est ce que les Français nous demandent, pour répondre aux urgences qui se posent aux Français, qui se posent aux Bretons. Et la santé, évidemment, en est une. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avancer et j'espère que ce gouvernement,
quelles que puissent être les différences qu'on puisse avoir avec quelques ministres, évidemment, il a besoin de stabilité, il a besoin de sérénité, il a besoin de se mettre au travail pour répondre à ces urgences. Et on perd du temps aussi pour la santé, pour l'accès aux soins, si jamais il y a d'autres censures qui sont votées. Voilà, c'est toujours reculé, finalement. Tout à fait. Vous avez évoqué très brièvement la question de la sécurité aussi. Aujourd'hui, il y a une demande de sécurité dans nos rues, dans nos villes. Là, il ne s'agit pas de pointer telle ou telle ville, mais on voit la progression du narcotrafic, y compris dans nos campagnes, hein, de plus en plus. Là aussi, c'est un chantier prioritaire. Il va falloir agir très vite. Évidemment. Peut-être que ça se sent moins ici en zone rurale, mais... je suis alerté par des gendarmes ou par des citoyens. On a des points de deal dans des petites villes, des villes moyennes, voire des zones rurales. Donc là, l'insécurité et le narcotrafic, c'est une réalité partout. Alors on n'a peut-être pas la violence endémique que peut connaître à Rennes ou à Nantes, mais il faut être très vigilant pour que cette violence n'arrive pas chez nous. Donc c'est un sujet de préoccupation majeur, et je sais que là le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, est au travail justement pour lutter avec énormément d'énergie, de détermination contre cette insécurité, avec le ministre de la Justice. Donc j'espère qu'on pourra trouver des réponses essentielles, parce que la question de la lutte contre l'insécurité est absolument fondamentale. Alors, moi j'ai l'impression, en vous entendant Corentin Le Fur, que évidemment il y a une grande demande de stabilité, on l'aura compris. J'ai l'impression aussi que la droite reprend un peu la main. Vous n'êtes pas majoritaire, évidemment, à l'Assemblée nationale, mais on a l'impression que la droite reprend la main. Alors, est-ce que c'est un sentiment, ou est-ce que c'est une réponse, finalement, que l'on sent par rapport à des postures plus politiciennes? Là, il y aurait une posture de travail, finalement. Bien sûr. En tout cas, une envie. La droite, depuis le début, elle fait preuve de responsabilité. Elle a dit, elle l'a fait avec Michel Barnier, avec François Bayrou, qu'on a besoin de travailler, on a besoin d'avancer, donc il faut faire preuve de responsabilité. On est face à un devoir de responsabilité que la droite a assumé, et maintenant on va peser pour défendre nos idées. Le gaullisme en France, il est très important. Moi, je suis très attaché au gaullisme. Il faut qu'on arrive à le faire valoir, à le défendre, et à le traduire par des mesures concrètes, évidemment, sur la défense de la France qui travaille, sur la sécurité, sur la santé. Moi, je porte des propositions aussi pour la meilleure reconnaissance des AESH, parce que le sujet du handicap, il est fondamental, et il est constitutif de l'ADN de la droite, avec notamment la loi Chirac de 2005. Donc c'est des sujets sur lesquels on doit avancer, et la droite, elle le fait de manière responsable, et en essayant de peser de plus en plus, et j'espère qu'évidemment, elle aura toute son influence dans les semaines qui viennent. Alors, on va parler aussi de l'influence à l'international, parce que c'est important aujourd'hui. On voit de grands bouleversements. Dans quelques heures, Donald Trump va être investi président des États-Unis à nouveau. On voit aussi une grande montée du populisme, alors ici en France, mais on le voit aussi dans d'autres pays. On citera évidemment la Hongrie, l'Italie et bien d'autres pays. Est-ce que là aussi, la droite peut constituer une forme de rempart contre cette montée du populisme? Bien sûr, évidemment, ce qui se passe à l'étranger est particulièrement inquiétant et nous préoccupe tous, évidemment, en tant que citoyens, en démocrates aussi. Donc il faut qu'on soit très vigilants. La menace, elle est réelle. On l'a vu aussi chez nous aux dernières élections. Donc c'est pour ça que la droite ne doit pas fuir ses responsabilités, parce qu'on a besoin de résister face à ça. On a aussi besoin d'avancer, de travailler, d'apporter des réponses, parce que finalement le populisme se nourrit, à mon avis, des échecs, notamment du président de la République Emmanuel Macron, qui a une lourde responsabilité dans la montée des extrêmes, et parce que finalement les hommes politiques, les responsables politiques, toutes tendances confondues d'ailleurs, ont parfois été incapables d'apporter des solutions. On a vu des solutions sans doute démagogiques progresser. Donc la meilleure façon de lutter contre ça, c'est d'apporter des solutions sur la sécurité, sur la santé, sur le logement, sur l'accès aux soins, sur aussi le développement économique, favoriser un cadre propice à la croissance et quelque part à la prospérité de notre pays. C'est en apportant des réponses qu'on pourra lutter contre ce populisme. Je préfère avoir des réponses concrètes que donner des leçons de manière parfois péremptoire et hors sujet. Vous parliez de gaullisme. De Gaulle décrivait, j'ai une certaine idée de la France. Il faut la remettre sur le devant de la scène, cette certaine idée de la France, avec effectivement le développement économique, mais aussi la recherche. On entend beaucoup parler de l'IA aujourd'hui, qui entre dans nos vies, dans bien des domaines, pour le bien comme pas forcément pour le meilleur. Il faut travailler sur ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, la France a pris du retard sur cette recherche dans les nouvelles technologies. Bien sûr, c'est pas un gaulliste comme moi qui va vous contredire. Le gaullisme, c'est la grandeur de la France. L'idée de penser que la grandeur de la France, elle nous importe, elle nous préoccupe.
Et la France a été grande avec le général de Gaulle et elle a su être moteur sur beaucoup de sujets, et notamment dans la recherche. Alors évidemment que la France malheureusement a pris beaucoup de retard, a perdu ce retard et ses avancées liées au gaullisme, donc il faut qu'on prenne le train en marche, et l'enjeu de la souveraineté industrielle économique, il est majeur. Et en effet, l'intelligence artificielle peut nous préoccuper. Elle apporte des réponses, mais elle apporte aussi des questions, des interrogations. Et elle ne doit pas être uniquement gouvernée par les États-Unis ou la Chine. Donc la France, l'Europe aussi, l'Europe doit peser pour ça, doit pouvoir être moteur. Donc évidemment qu'il faut investir dans la recherche, il faut investir pour défendre notre souveraineté et pour ne pas être à la traîne ou à la remorque des États-Unis, de la Chine, de la Russie ou d'autres puissances. Alors, être à la remorque des États-Unis, c'est aussi en termes de défense. On sait que Donald Trump a beaucoup d'interrogations sur l'OTAN. En son temps, là encore, vous me permettrez de revenir au général de Gaulle. Le général de Gaulle était sorti, alors non pas de l'OTAN, comme on l'a souvent dit à tort, mais du commandement intégré de l'OTAN en disant, voilà, on va te mettre chez soi. Est-ce que, finalement, le fait que Donald Trump nous dise, voilà, où vous payez, où on ne s'occupe pas de vous protéger, est-ce que c'est une bonne idée pour faire avancer justement les pays européens sur leur propre défense? Et on pourrait prolonger la question avec ce que l'on voit à nos portes, c'est-à-dire la guerre en Ukraine. Évidemment, la guerre en Ukraine, elle nous préoccupe avec énormément d'urgence, d'inquiétude, d'acuité. Et il va falloir y apporter une solution. Je ne suis pas sûr que quelqu'un de l'extérieur comme Donald Trump qui donne des leçons aux Européens, ce soit très pertinent. En revanche, on a besoin tous ensemble de se mettre autour de la table pour y répondre, pour sortir de cette guerre qui a fait énormément de morts, énormément de dégâts et qui est terrible. Et évidemment, j'ai une pensée pour, en effet, les Ukrainiens qui ont été attaqués, qui résistent, qui se battent avec énormément de courage. Mais on a besoin de sortir de cette guerre qui fait beaucoup de tort, qui a aussi des conséquences économiques pour la France. Les familles sont dans une situation très, très préoccupante. Donc, Donald Trump a dit qu'il arriverait à résoudre le conflit. On le prend en mot. S'il y arrive et que ça se fasse de manière intelligente, je dis chapeau, mais j'attends de voir. Sur la défense de la France, la défense de l'Europe, une forme de souveraineté finalement, là encore cher au général de Gaulle en son temps, il va falloir repenser notre défense, notre protection. Bien sûr, la question malheureusement de la défense, qu'on a cru parfois oublier, elle est essentielle. Alors la France continue d'investir, continue même de défendre son armement ou ses instruments de défense. Ça, c'est une bonne chose, c'est essentiel. Elle ne doit pas le faire toute seule. Elle doit le faire aussi de manière dans un cadre européen. Mais oui, on a cru que c'était la fin de l'histoire. On a cru que avec la chute des blocs, et notamment de l'URSS, on allait pouvoir être préservé de ce sujet-là. C'est pas le cas. Les soucis et les préoccupations, elles sont multiples, notamment avec la Russie, avec la Chine. Aussi dans notre zone Indo-Pacifique où on doit défendre la souveraineté française. Donc ces investissements qui sont essentiels, et on a la chance d'avoir une armée forte, une armée grande qui fait la fierté de la France, et il faut évidemment les soutenir. Alors soutenir l'armée, ça veut dire aussi soutenir les technologies. On voit aujourd'hui que la cyberdéfense prend aussi une grande importance dans ces guerres asymétriques du futur, comme on les nomme. Ça veut aussi dire en matière de défense, défendre nos zones économiques. On a vu que Donald Trump, encore lui, a des vues, par exemple, sur le Groenland. Voilà, est-ce qu'il faut défendre à tout prix nos zones économiques et peut-être se faire un peu violence pour les défendre? Bien sûr. Derrière, c'est l'influence de la France qui est en jeu. L'influence de la France, elle nous importe tous, elle est essentielle. Alors les propos de Donald Trump, là encore, ils sont assez sidérants. De dire qu'il veut la souveraineté ou prendre possession de puissances ou d'États étrangers, c'est... Y compris le Canada, d'ailleurs. Y compris le Canada, c'est assez grotesque et inquiétant. Mais malheureusement, il faut être très vigilant parce que l'équilibre du monde, il est souvent gouverné, et on peut le regretter, par les puissants. Les États-Unis veulent être très puissants, veut être parfois un peu hégémonique. Il faut que la voix de la France, elle porte et qu'on sache se défendre. Et il va falloir le faire avec beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination et encore une fois, une volonté politique. Et là encore, pour peser, pour avoir de l'influence, il faut un gouvernement stable, il faut un gouvernement qui puisse avoir les moyens d'agir. Et donc, il faut avancer et il faut qu'on se préserve d'une censure ou d'une instabilité politique telle qu'on a pu la connaître ces derniers mois. Alors, instabilité politique, si demain il y avait une nouvelle motion de censure, on a compris qu'on allait
vers une demande de destitution d'Emmanuel Macron, donc du président de la République. Là aussi, ce sera ajouter du chaos au chaos. Moi, je suis très critique sur l'action du président de la République, qui a énormément de responsabilités dans le chaos actuel, qui a fait toute une somme d'erreurs qu'on paye aussi aujourd'hui. Maintenant, il a été élu, il ne veut pas démissionner, il faut qu'on en prenne acte et qu'on avance. Qu'on avance avec tous ceux qui veulent avancer. De toute façon, son mandat, il sera terminé en 2027. Il y aura un nouveau président après. Donc, on a besoin d'avancer. Il ne voudra pas démissionner. Donc, ça ne sert à rien de perdre du temps. Au contraire, il faut pouvoir avancer, travailler et répondre aux urgences, aux défis qui sont face à nous et aux préoccupations des Français. Alors, c'est aussi répondre aux attaques de la gauche. On l'a vu, LR a été très malmené ces temps derniers par LFI, par exemple. Est-ce que là aussi, on est trop dans une politique politicienne qui oublie finalement les préoccupations des Français? Bien sûr, mais moi je suis assez sidéré par ce qui se passe à l'Assemblée, par le comportement de certains collègues, certains députés, et notamment les députés LFI qui parfois se comportent de manière inadmissible. Je vois notamment en cérémonie de vœux souvent des enfants, des conseillers municipaux jeunes ou conseillers municipaux jeunes communautaires. Le spectacle que donnent certains à l'Assemblée, c'est navrant. Et pour ces enfants-là, on a un devoir de responsabilité en tant qu'élus de la République. On doit être plus exemplaire encore que les autres. Et malheureusement, c'est pas le cas souvent à l'Assemblée. Et je le regrette. Notamment la politique politicienne, elle est néfaste. Et puis les attitudes vraiment irrespectueuses sont absolument à bannir. Donc j'espère que, ça c'est peut-être mon côté optimiste ou utopiste, qu'en 2025, on sera capable de donner une meilleure image, parce que malheureusement, les comportements de quelques-uns salissent toute l'Assemblée et tout le Parlement. Alors sur le terrain aussi, il y a beaucoup de travail. On l'évoquait en commençant cette interview, Corentin Neuffurt. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'attentes aussi. Les attentes, c'est aussi, alors pour le coup, les attentes de politique, mais qui n'est pas politicienne. On va voir les élections de 2026, les élections municipales. On voit que beaucoup d'élus aujourd'hui jettent l'éponge. Beaucoup de maires sont fatigués des démarches administratives, de la complication parfois de ces démarches administratives. Et puis aussi, malheureusement, parfois victimes de violence. On parlait de la violence tout à l'heure. Est-ce que là aussi, le député que vous êtes a des idées pour changer un peu la donne, pour essayer d'apaiser aussi ce côté violence, et d'un autre côté, pour essayer peut-être de simplifier le travail des maires? Bien sûr. On doit énormément à nos maires et à nos conseils municipaux, qui font un travail remarquable dans des conditions souvent très précaires, très difficiles. Moi, je suis très fier, par exemple, d'être conseiller municipal de Quintin. Et je sais vraiment le travail remarquable que font les maires dans toutes nos communes, notamment entre Loudéac et Lamballe, dans cette circonscription. Et je le vois à chaque cérémonie de vœux, ils ont des projets, ils investissent, ils pensent leur commune dans les 30-40 prochaines années. Donc c'est remarquable, et ils le font malheureusement parfois dans un cadre très difficile. À la fois, en effet, vous l'avez dit, par la complexité administrative qui bloque souvent les initiatives et qui est regrettable, qui ralentit aussi les projets. Il n'y a pas si longtemps, pour faire sortir un projet de terre, il fallait 1 ou 2 ans. Maintenant, c'est plutôt 4-5 ans. C'est pas acceptable, et ça, c'est aussi le développement de nos territoires ruraux qui est mis à mal. Donc, plusieurs choses. Évidemment qu'il faut simplifier le travail des communes, notamment sur les dossiers de financement. Il faut vraiment faire preuve de beaucoup plus de simplification pour accompagner les élus, accompagner les maires. Il faut aussi les protéger, en effet, face aux menaces. Et malheureusement, les violences envers les élus, elles progressent, elles sont inacceptables, elles sont absolument inadmissibles. Que ceux qui prennent l'initiative soient mis en cause, ça me révulse. Donc évidemment qu'il faut protéger bien mieux les élus locaux. Il faut faire preuve de plus grande coercition vis-à-vis des gens qui commettent ces actes. Évidemment, il faut une politique très ferme vis-à-vis de tous ceux qui puissent s'attaquer aux maires, aux élus de la République. Ça, c'est très clair. Et il faut aussi favoriser le cadre des conseils municipaux et des maires. Moi, c'est pour ça que je fais une proposition pour réduire le nombre de conseillers municipaux, de manière évidemment très mesurée, mais c'est indispensable, parce qu'on voit que malheureusement, on a une crise de l'engagement, aussi municipale. C'est de plus en plus compliqué pour les maires de faire des listes, et on a besoin d'avoir une démocratie locale forte, vivifiante. On a besoin aussi dans les communes d'avoir 2 listes ou plusieurs listes. C'est à mon avis la force de la démocratie. Mais c'est tellement difficile de recruter, de constituer des listes, qu'à mon avis, il faut réduire le nombre de conseillers municipaux dans les communes.
Donc ça, c'est une proposition que j'ai faite. Et évidemment qu'il faudra aussi, à mon avis, renforcer l'arsenal législatif contre les attaques faites aux maires, aux élus de la République. Mais heureusement qu'on les a, et notamment quand l'État faiblit ou faillit, et ça a été le cas ces dernières années, ou quand l'État est dans une situation un peu compliquée comme aujourd'hui, heureusement qu'on a les collectivités locales et heureusement qu'on a les maires pour avancer et pour apporter des solutions à nos compatriotes. Alors je voulais terminer sur une question d'environnement. On les voit aussi confrontés justement à ces questions d'environnement, d'urbanisme. Comment construire par exemple des logements dans une commune alors qu'on n'a plus de terres agricoles ou qu'on n'a pas le droit de construire sur de nouvelles terres agricoles. Là aussi il y a une grande réflexion à avoir aussi bien au niveau local qu'au niveau national. Bien sûr. Moi je pense qu'il faut assouplir fortement la loi ZAN, par exemple, qui empêche finalement le développement, qui fige les positions des communes et qui empêche le développement des communes qui veulent se développer, qui veulent accueillir des nouvelles familles, qui veulent accueillir des nouvelles entreprises et qui ne peuvent pas le faire à cause de cette loi qui est, je l'ai dit, ruralicide et qui pénalise les communes qui veulent se développer. Donc ça fige les positions et c'est très inquiétant, notamment pour nos territoires ruraux. Donc évidemment qu'il faut l'assouplir. Il faut aussi favoriser la restauration, le rétablissement des friches industrielles, des friches agricoles aussi, pour qu'on crée du logement là où on peut. Malheureusement, la réhabilitation des friches, elle est trop chère, pour les habitants. On a besoin d'avoir des familles, et on a parlé des classes moyennes, qui puissent devenir propriétaires. Et malheureusement, souvent, pour des questions financières, elles peuvent l'être qu'en zone rurale, où le foncier est moins cher. Elles peuvent l'être qu'en construisant. Donc il faut leur permettre de construire quand elles le souhaitent, mais il faut aussi leur permettre de réhabiliter des friches en réduisant, en ayant des incitations fiscales, parce que pour l'instant, c'est beaucoup trop cher pour ces familles. Justement, la fiscalité, je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, les Français ne veulent pas payer d'impôts, mais ils veulent plus de services. Là encore, dernier mot sur cette équation difficile à réaliser. Il y a deux choses. Évidemment qu'on a besoin de services publics, on a besoin, surtout dans nos territoires, les zones rurales, et qu'il faut savoir les préserver, voire investir. L'hôpital, il faut investir même davantage pour protéger l'hôpital public. En revanche, il faut réduire drastiquement le coût des agences, des opérateurs de l'État, des administrations centrales, qui coûtent énormément d'argent et qui ne proposent pas de services en retour, voire qui vont handicaper, pénaliser la vie de ceux qui travaillent. Donc là, il faut faire des économies très importantes. 1000 agences à recenser le Premier ministre. C'est énorme, c'est vraiment le millefeuille administratif, c'est des coûts exorbitants, et c'est souvent parfois des agences qui jouent contre les intérêts des Français et du pays. Voilà, les économies au niveau des agences. Le Premier ministre, allez, ça sera mon petit mot un petit peu caustique du matin, a décidé de créer une agence pour supprimer les agences. Au moins, cette agence, elle servira. Corentin Le Fur était avec nous. Il est député Les Républicains de la 3e circonscription des Côtes-d'Armor, la circonscription de Lamballe-Loudéac. Il était avec nous en direct ce lundi matin. Je l'en remercie. Belle semaine à vous et très belle journée. Merci beaucoup. Très belle journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.